Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo avec à mes côtés, comme chaque semaine, Aude Moracchini. Eh oui, bonjour. Bonjour à Aude. tous. Alors, dans l'actualité cette semaine, voilà les ministres prévenus. Delphine Batho a jugé son budget mauvais. Réponse immédiate, limogé. L'ex-ministre accuse Matignon d'être en proie au lobby. Le Premier ministre lui évoque un problème politique et de cohérence gouvernementale. Après mûre réflexion, les Verts ont décidé de poursuivre l'aventure. Ils restent donc au gouvernement. C'est une mesure sans précédent prise par le Conseil constitutionnel. Il invalide les comptes de campagne 2012 de Nicolas Sarkozy. L'ancien président, dans un communiqué, annonce qu'il ne siégera pas au Conseil et retrouve du coup sa liberté. L'UMP, privé de 11 millions d'euros, lance une grande souscription nationale. C'est un vieux serpent de mer. Le texte sur le non-cumul des mandats a été examiné par l'Assemblée nationale. 82% des députés ont au moins un mandat local. C'est dire si les parlementaires ne sont pas vraiment emballés à l'idée d'abandonner leur mandat. En tout cas, en 2017, il leur faudra choisir. Et avec nous pour commenter cette actualité riche, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes député UDI de Seine-Saint-Denis. Vous êtes également président de la Fed, non pas la Réserve fédérale américaine, mais la Force européenne démocrate. C'est un parti que vous avez créé il y a tout juste un an, si je ne me trompe. Et vous êtes l'un des satellites, on peut dire, de la galaxie UDI, présidée par Jean-Louis Borloo. Alors, à l'Assemblée, vous êtes également porte-parole du groupe UDI. On est allé, comme chaque semaine, voir aux 4 colonnes vos collègues députés pour voir ce qu'ils pensent de vous. Regardez, c'est gentil. Un homme qui a du talent, un homme qui est sympathique, disponible, toujours souriant, mais qui sait bretter, qui sait débattre, qui a toujours des bons arguments et qui a de la vitalité. Donc c'est un excellent collègue, même si je ne suis pas d'accord surtout avec lui. C'est quelqu'un que j'estime plutôt en fait. C'est un membre de l'opposition mais qui fait preuve souvent d'esprit constructif dans les débats. Sur l'année qui vient de s'écouler, finalement il est en commission des finances, il a été extrêmement discret. Et en séance publique, j'ai l'impression qu'il a été aussi assez pudique. Donc c'est une première année d'échauffement dans son mandat parlementaire. Il est un peu atypique, un élu du centre droit, de droite modérée, mais en banlieue parisienne, en banlieue rouge, bon, c'est quand même pas tous les jours. C'est un type bien, c'est un type dynamique, qui s'est implanté dans un territoire très difficile et qui sait le tenir. Franchement, c'est bien. C'est un député très actif, c'est un maire aussi qui sur le terrain se bat avec beaucoup de conviction. Il a des idées qui ne sont pas toujours les mêmes que les miennes d'ailleurs, mais je souhaite bonne chance à Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes pudique et discret, dit un autre porte-parole de groupe, Thierry Mandon. Et ça n'a pas l'air d'être un compliment dans sa bouche cette année. Ça n'a rien à voir. C'est qu'à la commission des finances, où je viens de rentrer, il y a une tradition, c'est que grosso modo, les anciens, ce qu'on appelle les whips, les principaux orateurs, ce sont eux qui parlent tout le temps et les autres n'ont quasiment jamais la parole. C'est ça, c'est ça la réalité. Donc il faut un petit peu vous mettez un peu sur le côté en attendant. C'est un peu comme au Sénat, il faut manifestement du temps pour avoir le droit de s'y exprimer un peu plus. Donc j'ai l'occasion de le faire dans l'hémicycle, mais pas forcément sur les mêmes sujets que M. Mandon. Une phase d'apprentissage sur la commission des finances. Après 2 mandats et on oui, a déjà c'est troisième. ça. Je crois que j'ai vraiment plus besoin d'apprentissage. Enfin, les autres n'avaient pas l'air de dire ça, étonnant. ce qui prouve qu'on ne doit pas s'intéresser au même sujet avec M. Mandon. Allez, Jean-Christophe Lagarde, on va dérouler évidemment toute l'actualité de la semaine. Il y a une actualité très importante, c'est le limogeage de Delphine Batho. C'est ce qu'on va appeler le coup de semonce de François Hollande. Évincée pour ne pas avoir respecté la sacro-sainte règle de la solidarité gouvernementale. La ministre de l'écologie a décidé de tout dire lors d'une conférence de presse. Écoutez, elle règle ses comptes. Le Premier ministre, cette année, a décidé de changer de méthode en faisant les arbitrages sans discussion directe avec les ministres concernés. Quelque chose a changé dans le fonctionnement gouvernemental. Mon éviction est aussi un message à mes ex-collègues pour leur dire que c'est fini, la collégialité au sein du gouvernement. Certaines puissances économiques n'acceptaient pas le niveau d'ambition que je fixais pour la transition énergétique. Ce combat s'est cristallisé notamment sur la question des gaz de schiste et plus discrètement sur la réduction de la part du nucléaire en France. Ces forces dont je parle ne se sont pas cachées de vouloir ma tête. Mais si le gouvernement avait été solidaire, elle n'y serait pas parvenue. Est-il normal que le patron de l'entreprise Vallourec
directement intéressé par l'exploitation des gaz de schiste, ait pu annoncer ma marginalisation des semaines à l'avance devant des responsables de son entreprise aux États-Unis. Que le patron de Vallourec dise que je suis un désastre parce que je fais rempart au gaz de schiste et que je veux réduire la part du nucléaire, c'est une chose. Qu'il annonce ma mise à l'écart à l'avance, c'en est une autre. De quelles informations disposait-il pour être si sûr de lui ? Jean-Christophe Lagarde, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce point presse, de cette espèce de règlement de compte général? C'est assez inédit de la part d'un ex-ministre. Je ne pense pas que ce soit un règlement de compte. Je pense qu'elle exprime deux choses. D'abord, une déception envers la trahison environnementale dont fait preuve ce gouvernement. On n'a jamais eu un gouvernement aussi anti-environnemental que celui-ci. Il a arrêté tout ce que nous avions lancé sur la rénovation énergétique, il arrête les grands transports publics qui permettent d'économiser, il est en train de faiblir sur la fiscalité écologique, même s'il va... Il promet la transition énergétique dans peu de temps, avec une taxe également. Mais vous avez raison, il promet beaucoup, mais on a le président qui passe son temps à renier tous ses engagements. C'est le président du reniement. Et les écologistes le savent bien. Ils viennent d'essayer de sauver quelques petites bribes là par le départ de Madame Bateau, essayant de saisir l'occasion. Oui, ils vont obtenir 2 centimes ou 3 centimes sur le diesel. On va pardon. Ils vont lâcher 2-3 centimes de taxes supplémentaires sur les Français sur le diesel et on va nous parler de révolution écologique. Le plan de rénovation énergétique, où en est-il? On n'est même pas à 6 000 signatures par an quand on en faisait 170 000 il n'y a pas très longtemps. Les grands transports qui sont abandonnés, le canal Seine-Nord, tout ce qui permettait à notre pays d'inventer et de se propulser vers l'avant. Les crédits recherche en la matière sont en train de fondre. Non, ils ont abandonné, et c'est ce que dit Madame Bateau, toute forme d'ambition écologique. Ils passent ça sous le tapis comme beaucoup de leurs engagements. Ça s'appelle pas la rigueur, ça, Jean-Christophe Lagarde? Pourquoi? Parce que la rigueur ne doit toucher que ce secteur-là. Alors dans ces cas-là, Jean-Christophe Lagarde. Lesquels? La culture, par exemple. Dites-moi quel est le secteur gouvernemental qui perd 500 millions d'euros cette année? Quel est le secteur gouvernemental qui fait moins 7%? Et ce sans compter l'abandon de tous les grands travaux, c'est-à-dire de tout ce qui prépare l'avenir. Il y a des choix à faire, mais attendez, pardon. Il y a eu le choix, par exemple, de lancer pour plusieurs milliards d'euros un contrat de génération qui, pour l'instant, ne sert strictement à rien et ne fonctionne pas et ne convainc personne. Il y a eu le choix de recruter des milliers de personnes dans l'éducation nationale qui coûtent beaucoup plus cher. Ce sont des choix politiques. Mais permettez-nous de nous dire qu'il n'y a pas en réalité de raison de sacrifier ce qui prépare à la fois l'avenir, c'est-à-dire en termes de ressources naturelles, de capacité à vivre sur notre terre. C'est le choix de ce gouvernement. Après tout, c'est son droit. Il peut se faire élire avec les écolos et mener une politique anti-écolo. Mais vous permettrez à l'opposition de dire que le président du reniement, qui depuis le début de ce mandat jette une à la rivière toutes les promesses qu'il a faites, sauf quelques promesses sociétales, très franchement, ça suffit. Et je comprends que ses propres ministres, Madame Bateau, en est marre. Il y en a d'autres. Madame Bateau elle-même qui dit le gouvernement aurait cédé au lobby et aux forces économiques nucléaires, gaz de schiste. Je pense en tout cas qu'elle pose une question. C'est possible ça? Je pense qu'elle pose une question sérieuse sur les liens très particuliers que la directrice de cabinet du président de la République, très intime puisque c'est son épouse, a avec quelqu'un qui est un grand promoteur, le patron de Vallourec, qui est un grand promoteur du gaz de schiste. Et c'est vrai que finalement, Madame Bateau, la pauvre, avant d'être évincée, elle avait depuis longtemps été marginalisée, pas que sur son budget, sur tout le reste. Et d'ailleurs, si les écologistes qui avalent beaucoup de couleuvres depuis quelques mois finissaient par avoir une indigestion, c'était pas à cause de Madame Bateau, c'était à cause des trahisons de M. Hollande. Bon, en tout cas, les Verts, eux, ont décidé de rester dans le gouvernement. Ils font toujours partie de la majorité. Mais jusqu'à quand? C'est toujours pas un Vert qui est ministre de l'Environnement. On se demande à quel point les socialistes se méfient des Verts pour refuser. Écoutez, la première, je crois que c'était Madame Brick. Ça n'a pas marché. On change de ministre de l'Environnement, on met Madame Bateau. Il faut reconnaître qu'elle espérait à l'époque être ministre de l'Intérieur. C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, Madame Bateau se met au job. On vire Madame Bateau, hop, on va chercher Monsieur Martin. Il faudrait peut-être leur rappeler qu'il y a 1 ou 2 écologistes qui aimeraient faire de l'environnement. C'est une proposition à François Hollande, pourquoi pas ? C'est peut-être en l'occurrence la raison pour laquelle jamais un Vert ne sera nommé à l'environnement sous cette majorité. C'est ce que je dis, nous avons le gouvernement, la majorité la plus anti-écolo de l'histoire de notre pays. On va voir ce que répondent les Verts. En tout cas, il y a dû y avoir des garanties qui ont été demandées par les Verts vis-à-vis du gouvernement. C'est Jérémy Hartmann qui nous résume tout ça. Il reste au gouvernement, mais réclame plus que jamais des engagements au Premier ministre. Saurez-vous rendre l'impôt écologiquement plus intelligent et socialement plus juste ?
Confirmez-vous les engagements présidentiels sur la réduction de la part du nucléaire et la fermeture de Fessenheim? Confirmez-vous l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste? Y aura-t-il une réforme de la fiscalité dans le sens d'une fiscalité plus écologique, plus incitative? Oui, je vous réponds oui. Nous n'attendrons pas la fin du quinquennat de François Hollande. Dès 2014, nous amorcerons cette réforme en profondeur. Oui à la fiscalité écologique, oui au transport qui préserve l'environnement et à l'efficacité énergétique, mais aucune précision concernant par exemple le nucléaire ou le gaz de schiste. Alors cette déclaration d'intention suffira-t-elle à faire rester les écologistes dans le pacte majoritaire? Comme souvent chez les Verts, les interprétations divergent. Si les écologistes, d'abord, tous les matins se posaient la question de savoir s'ils sortent du gouvernement, ce ne serait pas crédible. Il faut être sérieux. Quand on s'engage, c'est pas sur un coup de tête. La question de la présence des ministres écologistes au gouvernement reste posée. Parce que à quoi ça sert d'avoir de bons ministres, car Cécile Duflot et Pascal Canfin sont de bons ministres, si c'est pour participer à une politique qui est l'exact contraire des engagements qui ont été pris par le président de la République et le Premier ministre. Mardi soir, à l'issue d'une réunion de crise, les écologistes se sont donnés jusqu'à la rentrée avant de trancher définitivement la question. Voilà, ça leur laisse encore un petit peu de temps jusqu'à la rentrée, ils décideront un petit peu plus tard. Une simple question, sur quoi est-ce que vous allez juger la politique écologique de François Hollande? Est-ce que c'est par exemple la fermeture de Fessenheim ou une décision sur le gaz de schiste? Ou les deux. Pardon, une politique c'est un ensemble et je l'ai déjà jugé. L'abandon des grands travaux d'infrastructures, de transport, et comme d'habitude le Premier ministre a un culot monstre que vous finirez un jour par relever quand même. Il annonce dans la même semaine la fin de tous les chantiers de grandes lignes ferroviaires dont nous avions besoin et il vient répondre pour faire plaisir et se faire semblant vis-à-vis de Madame Pompili et des écolos qu'ils vont s'occuper des transports. On se fout de nous. On se fout de nous. La politique écologique du gouvernement, nous l'avons déjà jugée, regrettée. Nous avons demandé sa relance. Malheureusement, elle ne vient pas. Et c'est pas les 3 francs 6 sous qu'on va lâcher aux écolos pour qu'ils restent dans le gouvernement. D'ailleurs, ils ont inventé une formule extraordinaire. Ils sont dans la participation sans soutien. Ils soutiennent rien. Il faut qu'ils partent du gouvernement, les écologistes. C'est leur problème. Moi, je constate qu'ils ne soutiennent rien ou pas grand-chose du gouvernement, qu'ils passent leur temps à dénoncer les trahisons de François Hollande. En cela, ils sont plutôt plus corrects vis-à-vis de leurs électeurs que les élus socialistes. Et puis, ils disent, mais par contre, pour les ministres, on les garde parce que ça peut toujours servir. Bon, c'est une façon de faire de la politique. C'est une façon de faire de la politique, mais moi, j'espère une seule chose, c'est qu'ils arrivent à être un peu plus efficaces au sein de la majorité pour faire en sorte que cette majorité soit un peu moins anti-environnementale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous demandez au Premier ministre de venir dans l'hémicycle, de s'expliquer sur la politique écologique du gouvernement. Aujourd'hui, vous lui demandez des preuves? Non, parce que chaque fois que le Premier ministre raconte quelque chose dans l'hémicycle, il fait le contraire le lendemain à Matignon. Donc ça sert à rien. Bon, ceci est dit, on va reprendre maintenant le fil de la semaine. On a vu que Delphine Batho a dénoncé le tournant de la rigueur. Justement, la rigueur, mardi, on en parle à l'Assemblée. En ce mardi, donc, les députés examinent le débat d'orientation budgétaire pour 2014, une formalité estivale généralement. Mais cette année, les débats prennent un relief particulier avec les annonces de cadrage des dépenses publiques, notamment cette fameuse réduction dont on a parlé du budget du ministère de l'écologie. L'objectif est de ramener le déficit public à 3,5% du PIB en 2014. Dépenses réduites, donc le point des orientations avec Rim Benhammer. Le budget 2014 s'annonce encore comme un budget de rigueur. Au total, le gouvernement doit économiser 14 milliards d'euros pour éviter un dérapage de son déficit. Il faut tenir nos engagements, notre parole. La confiance dans l'action du gouvernement, dans l'action publique, c'est d'abord ça, tenir nos engagements. Nous avons pris des engagements sur la réduction des déficits devant les Français. Nous en avons pris également devant nos partenaires européens. Même si François Hollande s'en défend, les fonctionnaires seront largement mis à contribution avec un nouveau gel du point d'indice et des suppressions de postes. Ministères les plus touchés, la Défense avec 7000 postes et Bercy avec 2300 postes. Les budgets de l'écologie, de l'agriculture et de la culture sont aussi revus à la baisse. En revanche, les secteurs jugés prioritaires, éducation, sécurité et emploi, bénéficieront de 10 000 créations de postes en tout. Grâce à cette réduction des dépenses de l'État, le gouvernement espère économiser 9 milliards d'euros et il compte sur des baisses dans ses dépenses sociales,
retraite et sécurité sociale à hauteur de 5 milliards d'euros. Le volet dépenses est donc bouclé, il faut maintenant trouver des recettes. Un casse-tête alors que François Hollande promet qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts l'an prochain. L'opposition n'y croit pas. Contrairement aux multiples promesses de M. Hollande, les impôts vont inéluctablement augmenter en 2014. On le voit, le budget 2013 a dérapé, le déficit budgétaire va se creuser, au moins 20 milliards d'euros vont manquer. Le gouvernement doit à tout prix maintenir le déficit public à 3,5% du PIB, un objectif quasi impossible à atteindre dans une période de croissance nulle. Donc Jean-Christophe Lagarde, vous êtes membre de la Commission des Finances, tout ça vous concerne au premier chef pour la suite. François Hollande a dit pas de nouveaux impôts, est-ce que c'est une promesse tenable? Évidemment non, et d'ailleurs il n'y croyait pas lui-même, mais c'est pas la première qu'il trahit depuis qu'il est président de la République, parce qu'on pourrait encore comprendre qu'il fasse des promesses avant d'être élu, pour être élu. Mais depuis qu'il est élu, il vient à la télévision et il fait exactement le contraire de ce qu'il annonce 15 jours, 3 semaines après. Et là pour le compte, tout le monde sait qu'il ne peut pas ne pas augmenter les prélèvements obligatoires. Ils ont prévu de le faire. Ils sont en train d'ailleurs de le préparer, d'hésiter entre guillemets, de savoir à qui ils vont faire les poches. Mais grosso modo, faut quand même rappeler un peu l'histoire. Juillet 2012, 7 milliards de plus. L'an dernier, 30 milliards de plus. Ça fait 37. Et cette année, il leur faudra entre 6 et 12, 13 milliards. Il faudra un projet de loi de finances rectificative. Alors, je vais revenir sur autre chose. Entre 6 et 12 milliards de plus, parce que vos 14 milliards, vous avalez ça dans le reportage comme des économies. Où sont les économies de 14 milliards? Ce sont les mêmes dont on nous expliquait, par exemple, que quand on dépensait 1,5 milliard pour les emplois d'avenir, on allait faire des économies pour compenser. Elles ne sont jamais venues. Ils vont renvoyer les mêmes que les 2,5 milliards qui devaient venir en économie pour compenser les contrats de génération. On n'a jamais vu ces économies. C'est pas parce qu'on les annonce un jour et que la faculté d'oubli dans une démocratie médiatique est grande qu'à la Commission des Finances ou dans les comptes publics ça disparaît. Parce que la difficulté, c'est que c'est pas 9 milliards de baisse des dépenses. C'est éviter qu'elles augmentent de 9 milliards alors qu'elles auraient pu. Non, ce sont des vraies économies dont on a besoin. D'ailleurs, votre tableau était intéressant. 10 000 créations de création de postes, 7 900 suppressions. Vous croyez que ça fait des économies quand vous créez 600 postes? Vous appelez ça des économies. Et la communication gouvernementale entend à faire gober ça. Le problème, c'est que ça ne le fait pas gober au marché, ça ne le fait pas gober à la Commission européenne, et que nous sommes en grande difficulté. Alors oui, il faudrait un collectif budgétaire, mais ça c'est encore plus extravagant. Pour l'année 2013, puisque là on parlait de 2014, pour l'année 2013, on nous annonçait un déficit à 3% comme objectif. Nous serons au moins à 4%, parce qu'ils nous ont fait rentrer en récession avec le gourdin fiscal utilisé depuis l'année dernière. La récession, pardon. Vous nous l'accorderez, la récession ne date pas de l'arrivée de François Hollande. Ah bon, elle a commencé quand, madame? La récession en elle-même, sur les 0%, oui, certes. Dernier trimestre 2012. Oui, c'est l'héritage. À chaque fois que vous renvoyez cette question, vous le savez très bien. Débat. Ah non, je ne pense pas que ce soit un débat. Un collectif budgétaire qui vient alourdir les impôts des Français de 7 milliards d'euros, privé par exemple, tous ceux qui font des heures supplémentaires, qui ne sont pas des gens riches, les salariés, les ouvriers, les fonctionnaires, ce n'est pas des milliardaires. Quand vous leur piquez effectivement plusieurs milliards d'euros, que vous avez une baisse du pouvoir d'achat de moins 0,9, ce n'est pas l'héritage, c'est les décisions du gouvernement actuel. Il faut arrêter de s'abriter derrière l'héritage, c'est trop facile. Il y a depuis un an un gouvernement qui prend des décisions, qui a augmenté les impôts de 37 milliards d'euros, et on va parler d'héritage. On se fout du monde là encore, pardon de vous le dire. Aujourd'hui, la France est en récession et ça date du dernier trimestre 2012, c'est pas tout à fait rien. La crise du logement et l'effondrement de la production de logements dans notre pays, c'est depuis la fin 2012 et ça crée effectivement un effet récessif lourd. Le fait que pour la première fois le pouvoir d'achat baisse dans notre pays de moins 0,9%, presque moins 1%. Et encore, on n'a pas tout vu, parce que là, on parle de 2012. On va parler de 2013. C'est-à-dire une fois que vous avez rajouté les 30 milliards en question. Est-ce que ça veut dire que les efforts qui sont faits actuellement, les demandes d'économie qu'on essaie de faire un petit peu partout, c'est suffisant ou ce n'est pas suffisant? Mais pardon, il n'y a pas d'économie dans le budget de l'État aujourd'hui. Fort le budget de l'agriculture, de la culture qu'on évoquait à l'instant, mais c'est marginal, c'est l'épaisseur du trait par rapport aux besoins. 1,5 milliard qui est demandé à l'État. C'est l'épaisseur du trait par rapport aux besoins, et l'essentiel se fera dans la fiscalité. Ce n'est pas parce que on peut avoir envie de croire à ce que raconte le gouvernement, mais moi, vous savez, je suis un type quelqu'un le disait tout à l'heure, assez pragmatique et assez ouvert.
Quand ils sont arrivés en 2012, j'ai écouté ce qu'ils nous racontaient. Je me suis dit, bon, ils disent qu'ils vont faire des nouvelles dépenses, qu'elles seront engagées par les économies. J'ai vu les nouvelles dépenses, j'ai jamais vu les économies. Bon, quand on me raconte la deuxième fois la même fadaise, je vais pas la gober et je vais pas la valider. Et je veux dire aux Français, il faut être très clair, la fiscalité qui a déjà augmenté de 37 milliards, qui a mis notre économie en panne, fait baisser le pouvoir d'achat des Français, va s'alourdir avec un paradoxe invraisemblable. C'est que en augmentant les impôts, les recettes rentrent moins bien, justement parce qu'ils nous ont fait rentrer en récession. Et donc, leur recette qui va continuer à être d'augmenter les impôts, la fiscalité écologique. Parce qu'elle est écologique, elle ne serait pas fiscalité. Bien sûr qu'elle est fiscalité. La TVA... Donc, ce que vous dites, c'est que ça ne marchera pas, c'est ça? Ben, évidemment, je pense qu'ils nous conduisent tout droit à la catastrophe, mais c'est ce que nous disions dès le budget 2012. Et pardon de dire que nous avons eu raison sur quasiment tous les points. Vous allez faire rentrer le pays en récession, nous y sommes. Vous allez faire exploser le chômage, malheureusement c'est le cas. Baisser le pouvoir d'achat des Français, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. C'est fait pour justement être le juge de paix. Et tout ce que nous avions annoncé, nous avons demandé qu'il y ait un plan de relance. Nous avons proposé d'y participer au moins sur les problèmes sur lesquels, en réalité, nous sommes d'accord. Expliquez-moi. Quand aujourd'hui la production de logements s'est effondrée de quasiment 60% dans certaines régions. Expliquez-moi pourquoi attendre pour baisser la TVA le 1er janvier 2014. On perd du temps, on perd des emplois, on perd des entreprises. Cette politique du gouvernement ne fait qu'une chose, attendre 15 jours. Peut-être la reprise américaine, la reprise chinoise, la reprise surtout sans rien faire, attendre, si ce n'est le gourdin fiscal utilisé contre les entreprises et les Français, attendre que la croissance revienne. Moi je pense qu'un président c'est là pour décider, pas pour attendre. Bon, voilà, ça c'est dit aussi. On va passer au mercredi avec ce texte qui a été examiné à l'Assemblée nationale sur le non-cumul des mandats. C'était une promesse de François Hollande. Alors certes, elle a du mal à passer pour une majorité de parlementaires et même pour les socialistes. En tout cas, il fallait quand même s'attaquer au texte. Exemple le plus parlant, les députés ne pourront plus cumuler avec une fonction d'un mandat local. Évidemment, on parle de députés et de maires. C'est un exemple. Le détail avec Jean-Baptiste Daoulas. C'est un cumulard repenti qui se présente devant les députés. Pendant 10 ans, Manuel Valls a été député-maire d'Évry. 2 mandats difficiles à concilier au quotidien. Je sais la réalité des séances de nuit qu'il faut cumuler avec des conseils de quartier. Je sais la réalité des auditions en commission qu'il faut cumuler avec des réunions de pilotage de chantier. Je sais la réalité de la rédaction d'un rapport parlementaire qu'il faut cumuler avec des situations imprévues, parfois l'urgence, qui marquent la vie d'une collectivité pour lesquelles il faut être impérativement sur le terrain. Sans surprise, les arguments de Manuel Valls ne convainquent pas l'opposition. L'UMP accuse le ministre et sa majorité de faire preuve d'hypocrisie face au cumul. Combien parmi vous ont un pédigré beaucoup plus imposant que le nôtre en matière de cumul passé? Et aujourd'hui vous êtes là, bourgeois de Calais repentants de vos turpitudes présumées du passé. Vous prétendez rénover la démocratie et que faites-vous? Vous affadissez la représentation nationale. La discussion prend même une tournure assez inhabituelle dans l'hémicycle. Sous les acclamations de l'UMP, ce sont les radicaux de gauche qui se montrent les plus virulents avec les socialistes. Vous avez décidé d'éliminer les élus pour les remplacer par les fonctionnaires du Parti socialiste. Vous nous invitez à un vaste harakiri à nous autres radicaux. Nous refusons ce que vous nous proposez en termes d'harakiri. Une séance turbulente qui fait figure de tour de chauffe pour Manuel Valls. L'opposition au texte sera encore plus marquée au Sénat. Alors vous avez participé au débat dans la nuit surtout de jeudi à vendredi jusqu'à 4h du matin dans l'hémicycle. Du début à la fin. Du début à la fin aussi. Depuis qu'on interroge nos invités sur ce plateau, ils nous disent ancrage local. Est-ce que c'est pas un peu facile finalement? Moi je crois que ce qui est très facile, c'est déjà la présentation d'un reportage qui parle des cumulards. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité quelqu'un qui cumule? C'est quelqu'un qui exerce 2 fonctions à la fois. C'est votre cas, une fonction supplémentaire, une fonction exécutive où vous gérez quelque chose et une fonction représentative où vous essayez entre guillemets de porter un certain nombre d'idées, notamment tirées
de ce que vous gérez et qui vous permet d'avoir une réalité très concrète entre les mains. Donc oui, ça peut être un ancrage local, mais la question, elle n'est pas la présentation, de toute façon. Avec un exécutif aussi populiste que celui que nous avons, qui nous a fait le coup complètement débile sur la transparence du patrimoine des élus. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné pendant leur mandat, parce qu'ils y avaient avant, ça n'a aucun intérêt. Mais passons, ça marche parce que de toute façon, ça fait vendre et toute la presse s'excite et le peuple est content et on lui lâche un os qu'il va ronger. On est dans la même chose. Mais par contre, cet os est dangereux. C'est ce que j'ai voulu démontrer dans une motion de procédure. Cet os démagogique est dangereux. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas, et on nous compare souvent à l'Allemagne, aux États-Unis, nous ne sommes pas un État décentralisé. Les pouvoirs qui sont conférés aux élus locaux dans ces pays-là, leur capacité d'adaptation législative à la réalité de leur région n'existe pas en France. Premier point. Et donc, on va avoir des lois totalement éloignées du terrain, avec des gens qui seront les appareils. Qui seront, pardon, des gens. Il faut expliquer. Pour être très concret, je vais être très concret. Il faut en l'occurrence que les gens comprennent qu'on va faire une assemblée d'apparatchiks. Deuxième chose, et c'est plus grave, parce que ça va aggraver les déséquilibres de la Ve République. Aujourd'hui, les parlementaires qui ont cet ancrage local, ils peuvent résister au pouvoir exécutif. Et c'est encore plus important pour les députés que pour les sénateurs. Parce que les députés, maintenant, ils sont élus en même temps que le président de la République. Ça veut dire qu'en réalité, tous les députés de la majorité sont soumis à la volonté présidentielle. D'ailleurs, vous le verrez dans ce texte de loi, il y a une majorité de parlementaires, y compris au groupe socialiste, qui ne sont pas d'accord avec ce texte de loi. Mais ils vont finir par le voter comme des godillots. Mais dans ces cas-là, supprimons l'Assemblée nationale et décidons que le président de la République désigne les godillots qui votent comme un seul homme. Alors que quand vous avez, vous n'allez pas faire le reproche à l'UDI de la discipline de groupe, madame. Sûr. Manuel Valls, très concrètement, quand vous avez un Rebsamen qui l'ouvre et qui dit je ne suis pas d'accord, c'est parce qu'il a un ancrage local. Le jour où il ne l'aura plus, il sera soumis aux décisions de son parti pour sa réélection et à ce moment-là, il la fermera. Quand Manuel Valls dit il est impossible de cumuler des séances de nuit avec des conseils de quartier, des commissions avec des pilotages de chantier, etc., est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Est-ce que vous êtes à l'Assemblée combien de jours par semaine vous-même, alors que vous êtes maire de Drancy? Très franchement, madame, si il faut faire 35 heures, c'est impossible. Mais moi, 35 heures, je l'ai fait en 48 heures. Voilà. Et la réalité, c'est que c'est mon problème tant que j'accepte de l'assumer. Et est-ce que ça fait de moi un député inefficace ou un maire inefficace? C'est pas le sentiment que j'ai, et c'est pas le sentiment que mes citoyens partageraient avec vous, me semble-t-il. Je vous ferai une observation. Cette nuit, j'étais jusqu'à 3h30 du matin en séance ici. Ce matin, j'étais à 8h15 sur un chantier dans ma commune. Puis après, j'ai eu une réunion sur la sécurité des salariés de la ville au travail. J'arrive ici, je fais cette émission, je reçois ici une délégation d'enseignants en colère contre la politique du gouvernement. Et je vais continuer ma journée. Oui, parce que je ne travaille pas 35 heures par semaine, parce que je n'ai pas de week-end, que j'ai moins de vacances, et parce que, pardon de le dire, 70% de mon activité de parlementaire, je la tire de mon expérience de maire. Je ne pourrais pas l'avoir autrement, et je l'ai dit hier soir dans l'hémicycle. Ça fait 11 ans ou 12 ans que je suis député. 12 ans que je suis maire, 11 ans que je suis député. Combien de fois des gens sont venus me voir comme député dans mes permanences de député pour me poser des problèmes législatifs? Moins de 5. On vient nous demander du boulot, des logements, des aides contre telle ou telle administration. Par contre, comme maire, j'en ai vu des problèmes législatifs, et y compris certains qu'on contribue à régler. Puisque nous avons voté la semaine dernière, c'est bi-hebdo si je peux me permettre, un texte, encore que c'est peut-être cette semaine, un projet de loi sur la consommation. Cette semaine, qui a permis de créer le répertoire national du crédit, sur lequel je me bats depuis 2003, 10 ans pour arriver à convaincre que cette idée était bonne, qu'elle a été régulièrement rejetée par le PS et l'UMP. Aujourd'hui, c'est la loi. Eh bien, ça sert à quelque chose d'être élu local. Parce que quand vous êtes en train de gérer les situations de surendettement des gens, vous vous rendez compte où ça cloche. Quand vous en entendez parler dans un colloque de votre parti, vous vous faites simplement une idée qui est purement idéologique et pas réelle dans la vie des gens. Je vous propose de passer au jeudi, Jean-Christophe Lagarde. C'est l'UMP qui fait la quête après l'annulation des comptes de campagne. Et oui, c'est la très mauvaise nouvelle du jour pour l'UMP. Le Conseil constitutionnel invalide les comptes de campagne 2012 de Nicolas Sarkozy pour cause de dépassement de plus de 400 000 euros. Résultat, l'ancien candidat doit payer de sa poche les 10 millions d'euros que devait verser l'État. L'UMP s'engage à payer et pour cela, le parti fait appel à la générosité des Français. C'est une première. On écoute l'appel de Jean-François Copé. J'appelle les militantes et les militants qui, depuis tant d'années, s'engagent sur le terrain, au milieu des Français, pour promouvoir les valeurs qui sont les nôtres.
J'appelle les sympathisantes et les sympathisants qui, chaque jour, s'engagent plus nombreux à nos côtés. J'appelle aussi les Françaises et les Français qui ne partagent pas forcément toutes nos idées, mais qui considèrent indispensable, vital même, vital, qu'un grand parti de droite et du centre s'attelle à préparer l'avenir des enfants de France, à répondre à la grande souscription nationale que je vais lancer dès lundi afin de barrer la route à celles et ceux qui rêvent que d'une seule chose, voir l'espace politique français monopolisé par la gauche et par les partis extrémistes. Et ce vendredi, Nicolas Sarkozy a choisi Facebook pour communiquer. Je vous demande de m'aider en vous mobilisant, dit-il. L'ancien président a promis de s'engager pour garantir une expression démocratique libre dans notre pays. Jean-Christophe Lagarde, c'est parti. C'est le réengagement officiel de Nicolas Sarkozy dans la vie politique ? Je ne crois pas, mais assurément, si cette décision a eu lieu, puisque c'était lui le candidat, il a aussi a contribué au redressement de l'UMP. Et très franchement, c'est l'écume des vagues. En tout cas, à mon avis, ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que cette décision qui doit être respectée, c'est la plus haute juridiction française. Elle pose des difficultés pour l'avenir. Et si hier, je voyais ici dans l'hémicycle les socialistes se marrer comme des tordus, il y a un problème quand même qu'il faut qu'on règle, et qu'il faut qu'on règle par la loi. Un ancien président de la République, forcément, et François Hollande sera un ancien président de la République ou un président de la République sortant jusqu'au dernier jour, et comme évidemment il sera candidat, parce qu'ils le sont tous, il va avoir le même problème. Et ce problème, il faut qu'on le règle. Parce que imaginez que, une seconde, que le président de la République élu le 6 mai 2012, ce soit Nicolas Sarkozy. La décision d'hier ferait que nous n'aurions pas, à l'heure où je parle de président de la République, et qu'on recommencerait l'élection présidentielle. C'est une décision politique. Non. Pas du tout. Je suis en train de dire que ce n'est pas un petit sujet, que l'invalidation des comptes à l'élection présidentielle puisse annuler l'élection présidentielle, parce que c'est ce qui se serait produit dans ce cas-là. Premier point. Deuxième point, c'est quand même un peu compliqué, et je pense qu'il faut à la fois que la commission des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel, les parlementaires, si nécessaire, fassent un véritable vade-mecum de ce qui est du rôle du président de la République jusqu'au bout, et financé par l'État. Quand il se déplace pas tout seul, il se déplace avec toute l'escorte, etc. Qu'est-ce qui est à cette charge? Il ne peut pas aller à n'importe quel endroit si jamais il doit dormir quelque part, etc. Quel est le partage? Quelle est la bonne ligne de partage? Puis le dernier truc, c'est l'histoire de meeting de Villepinte. Moi, je pense qu'il y a quand même besoin là aussi qu'on clarifie. C'est financé à 50-50 par le parti et par... comment vous définissez, je dirais avec intérêt, la décision du Conseil constitutionnel. Il faut des règles plus claires sur le financement. Je pense qu'il faut qu'on clarifie les règles, parce que ce qui est valable pour l'élection à la présidence de la République, c'est plus grave parce que c'est le président de la République, c'est valable aussi dans d'autres élections. Il y a quand même des choses où il faut que les gens connaissent les règles du jeu avant pour ne pas se les prendre en boomerang après. D'un mot quand même sur ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, c'est quoi? C'est contraint et forcé qu'il est obligé de sortir du bois aujourd'hui? Non, je ne crois pas qu'il est contraint et forcé. Il fait le choix, alors qu'il est victime à la fois d'un lynchage judiciaire depuis un certain temps, et là d'une décision qui met sa famille politique, son parti politique, en partie de sa responsabilité d'ailleurs, puisqu'il était le candidat, c'est lui qui a fait les comptes, etc. Bon, il les voit en difficulté. Je pense qu'au contraire, on lui reprocherait de les laisser tomber et de leur dire allez vous débrouiller. Si je comprends bien, Jean-François Copé lance une souscription, Sarkozy dit je vous demande d'aller aider cette souscription, c'est après tout le meilleur bailleur de fonds de l'UMP, et il serait dommage qu'un parti politique de droite comme l'UMP disparaisse pour des raisons financières. Oui, franchement. Il dit aussi je m'engage pour la garantie d'une expression démocratique libre. C'est un engagement personnel, c'est-à-dire que ça y est, c'est reparti. Non, ça c'est ce que vous avez envie d'écrire parce qu'il vous manque tellement. Mais la réalité, c'est plutôt que si un parti comme l'UMP, qui est un grand parti de droite, pas trop du centre à mon sens, mais enfin de droite, vient à ne plus avoir les moyens de fonctionner, ça va poser un problème démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, le Parti socialiste exerce tous les pouvoirs, majorité absolue à l'Assemblée nationale, il marche sur le Sénat, il piétine les avis du Sénat en permanence. Passons, présidence de la République, gouvernement, tous les pouvoirs locaux, une large influence, on va dire, sur la politique industrielle et médiatique dans notre pays. Il faut peut-être qu'il y ait une opposition encore, sinon on va se retrouver en Russie. Alors justement, vous parliez du Sénat, ça se passe jeudi, le Sénat a infligé une sorte de camouflet au gouvernement sur le texte sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'était la grande réforme voulue par François Hollande en matière de constitution, mais les sénateurs en ont voulu autrement. Les explications de Faustine Saint-Geniès.
C'est un coup de théâtre dont seul le Sénat a le secret. Aujourd'hui, à la surprise générale, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature est adoptée, mais une réforme vidée de sa substance. Premier acte, grâce à un jeu d'amendements, les sénateurs rejettent le cœur du texte, la réforme de la composition du CSM, qui prévoyait une parité entre magistrats et non-magistrats. Dans ces conditions, le PS et les écologistes préfèrent s'abstenir. Le sort du texte est scellé. Dans le vote final, les 3 groupes de gauche, écolo, PS et radicaux, se sont abstenus, n'ont pas voté contre, parce qu'il restait quand même une partie de la réforme, mais se sont abstenus. UMP, Centre et radicaux votent pour. Un amendement centriste est même adopté obligeant le gouvernement à suivre l'avis du CSM pour les nominations de magistrats du parquet, comme c'est déjà le cas pour ceux du siège. En l'absence de majorité au Sénat, l'opposition en profite donc pour dénaturer une réforme emblématique du gouvernement. La réforme était bouclée, nous n'étions pas d'accord de toute façon sur le fond de la réforme. À partir de ce moment-là, il ne pouvait y avoir qu'un échec au Sénat. Mais un échec positif, puisqu'on a quand même voté un texte. Je ne pense pas que ce soit une victoire pour l'opposition, c'est surtout une victoire pour la conception que nous avons de la justice. Un vote qui déçoit profondément la garde des Sceaux qui s'était beaucoup investie dans cette réforme. Les dispositions qui ont été adoptées par le Sénat changent profondément la nature de la réforme. Par conséquent, non, je ne peux pas vous dire que j'en sois satisfaite. Le gouvernement vient de suspendre la réforme du CSM. Impossible dans ces conditions de réunir les parlementaires en congrès à Versailles. Jean-Christophe Lagarde, on vient d'entendre un nouveau concept, l'échec positif. C'est bien ça ou pas? Écoutez, l'échec programmé. Le gouvernement fait semblant de vouloir réformer la Constitution. Quand on veut réformer la Constitution et quand on n'a pas de majorité pour ça, on discute avec l'ensemble de sa majorité d'abord, parce que c'est quand même dans la majorité que le problème s'est posé. Jean-Marc Ayrault avait un petit peu consulté tous les chefs de parti. Il s'était aperçu notamment que sur le droit de vote des étrangers, il n'y arriverait pas. On peut prendre les problèmes à part un, s'il vous plaît? C'est pour ça qu'on en est arrivé à cette mini-réforme. Non, pas du tout. Sur le droit de vote des étrangers, ils peuvent parfaitement réformer la Constitution. Qu'est-ce qui les en empêche? La majorité. Pardon. Le président de la République se présente devant les Français. Il dit: je vais accorder le droit de vote aux étrangers. Il se trouve qu'il n'a pas de possibilité. Il a été élu. Malgré cela, il n'a pas de possibilité de faire voter le Parlement. Il a une possibilité, ça s'appelle le référendum. Ça demandait aux Français de valider sa promesse électorale. Pourquoi ne le fait-il pas? Il préfère encore la trahir, celle-là aussi? Il lui suffit d'aller en référendum. Ne me dites pas que le président de la République aurait peur du peuple français. Donc s'il ne trouve pas de majorité au sein du Parlement pour le faire, qu'il aille devant le peuple français par référendum. Pardon, je vous en prends une autre. Mais il n'en trouve pas parce qu'il ne discute pas, monsieur. Qu'est-ce qui choque? Pardon. Il paraît, si vous écoutez et que vous répétez ce qu'ils disent, non, désolé. Qu'est-ce qui choque là, par exemple, Madame Taubira, dans votre reportage on le dit, c'est que le gouvernement serait obligé, sur la nomination des procureurs, de suivre le CSM. C'est plus d'indépendance. Ça la choque. Et quoi? Il faudrait que, finalement, pour qu'on modifie la Constitution, là, il y ait une forme de police de la pensée, dirigée par le gouvernement, et puis tout ce qu'ils vont proposer, nous devons l'accepter. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de référendum sur le droit de vote des étrangers. J'aimerais savoir pourquoi on a mis ce texte-là à l'ordre du jour. Et parce que moi, je suis prêt à voter les réformes de la Constitution. Par exemple, celle qui prévoit que les anciens présidents de la République ne siègent pas au sein du Conseil constitutionnel. Pourquoi c'est pas à l'ordre du jour du Parlement? Parce qu'on se fout de nous. Pardon, c'est de l'hypocrisie la plus totale et c'est du reniement une fois de plus. Il y a possibilité de réformer la Constitution si on discute. Et je vous ferai remarquer qu'en 2008, Nicolas Sarkozy n'avait pas de majorité pour faire voter une réforme de la Constitution. Il a discuté avec les parlementaires de l'opposition. D'ailleurs, à l'époque, certains d'entre eux, et c'était public, s'appelaient Manuel Valls, Arnaud Montebourg. Il a ouvert des droits nouveaux. Il a pas fait passer sa réforme. Donc vous demandez plus de discussion. Il n'a pas fait passer que ses idées à lui. Il a tenu compte des idées des autres, d'ailleurs la nôtre. Quand il s'agit aujourd'hui d'un référendum d'initiative citoyenne qui n'a pas été mis en œuvre par Sarkozy et dont j'attends que le gouvernement, qui le réclamait à grand prix quand il était en opposition, le mette en œuvre. Nicolas Sarkozy. Pas du tout. Je dis que ça n'a pas été mis en œuvre. Pardon, c'est pas. C'est pour un UDI. Pardon, je l'ai cité 2 fois et à votre demande, sauf cette fois-ci, et je dis qu'en 2008, ça n'a pas été mis, je peux vous répondre quand même, ça n'a pas été mis en œuvre par Nicolas Sarkozy, que l'opposition de l'époque demandait ce référendum citoyen suite au fait que nous l'ayons imposé dans la réforme constitutionnelle, elle ne met pas en œuvre aussi. Quand vous voulez modifier les règles du jeu, c'est simple en fait, je vais le faire en une phrase. Quand vous voulez modifier les règles du jeu, vous faites en sorte que tout le monde soit d'accord sur les règles du jeu. Vous n'arrivez pas en disant ça c'est mes règles et je vous demande d'être d'accord, parce qu'à ce moment-là ça marche
pas. Ça n'a pas marché. Alors les larmes de clairement. crocodile sur la réforme du CSM, pardon. Sur le droit de vote des étrangers, référendum, allez-y, soyez courageux pour une fois, Monsieur le Président de la République, si vraiment vous croyez dans ce que vous dites. Troisième, comment dirais-je, objet, le Conseil constitutionnel, on a vu hier que ça avait une importance, il ne faut plus que les anciens présidents de la République y siègent. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est à 3 membres sur 12, et que si François Hollande, d'aventure, se représentait aux élections présidentielles et que le peuple français n'ait pas la mauvaise idée de le réélire, on en aurait 4 sur 13. Ça devient indécent, c'est plus une assemblée de sages, ce sont les anciens combattants. Jean-Christophe Lagarde, dans quelques mois, vous vous pencherez sur une grande réforme, celle de la réforme pénale et pénitentiaire. Hier, le président du Sénat s'est rendu dans une prison à Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne. Reportage Marie Brémond. Fleury-Mérogis, le plus grand centre pénitentiaire d'Europe, accueille presque 4000 détenus. Le président du Sénat et le sénateur André Valigny viennent observer et vérifier les conditions dans lesquelles travaillent les surveillants, mais également les conditions de vie des prisonniers, comme ici, au centre des jeunes détenus. Voilà, on est dans une cellule qui n'a pas fait l'objet de rénovation. Mais comme dans toutes les prisons de France, le plus gros problème reste la surpopulation carcérale. À Fleury, le taux d'occupation est de 140%. Pour la directrice de la maison d'arrêt des hommes, il faut repenser les peines et favoriser les aménagements. Pour des très courtes peines, pourquoi ne pas envisager une alternative? Alors j'ai pas je veux dire, c'est pas à moi de donner les orientations précises à ce niveau-là, mais privilégier autre chose que l'incarcération pour faire baisser les effectifs en prison. À Fleury-Mérogis, la situation est sans doute meilleure qu'ailleurs, pas plus de 2 détenus par cellule, et la prison est en travaux depuis 2002 pour une rénovation complète à horizon 2018. Échanger, visiter, une évidence pour Jean-Pierre Bel, à quelques mois de l'examen par le Parlement de la réforme pénale. Avant le début de l'automne, ce sera donc clairement exprimé. Tous les sénateurs devront se rendre dans un centre de détention pour faire avancer ce sujet essentiellement. Faire avancer ce sujet, la France fait encore figure de mauvais élève en Europe. Elle est régulièrement épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions indignes de ses prisons. Jean-Christophe Lagarde, en tant que parlementaire, vous avez déjà visité 4 prisons, c'est bien ça? Oui, depuis 12 ans, j'ai visité 4 prisons. Quel constat? La surpopulation, par exemple? Ça fait partie de nos missions, hein. Moralement, ça fait partie de nos missions. Vous avez le droit d'y aller? Non seulement on a le droit, mais moi j'estime que nous avons le devoir moral de le faire. Je suis le président du Sénat, veut que ce soit une obligation. Je préfère souvent que les parlementaires soient obligés par la morale que par la loi, parce que plus ça va, plus on les prend pour... Bon, enfin, le constat de surpopulation notamment? Surpopulation, mauvaises conditions de détention, non-accès à des services essentiels que sont la santé, bien souvent, des consultations médicales qui sont en nombre insuffisamment nombreux, et surtout, on ne les fait pas assez travailler en prison, et on ne forme pas suffisamment... Vous savez, notre système pénitentiaire, il reproduit la criminalité au lieu de la stopper. Il y a une raison simple à ça. Il faut mettre 2 fois plus d'argent pour le compte. Tout à l'heure on parlait d'économie, pas sur ça. Il faut mettre 2 fois plus d'argent que ce que nous mettons aujourd'hui dans nos prisons. C'est pas populaire parce que comme ils ont fauté, on ne peut plus les voir parmi nous et leur donner de l'argent. Mais c'est pas leur donner de l'argent. C'est faire en sorte que quand ils ressortent, ils recommencent pas. Parce que quand ils recommencent, ils nous pourrissent la vie. Ça fera sûrement partie en tout cas de la grande réforme pénale qui aura lieu à l'automne prochain. On peut toujours l'espérer. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde. Oui. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 45 minutes et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bonne semaine.